je voudrais qu'un jour, on se dise qu'on revienne, toi et moi, dans 30 ans et qu'on n'ait pas ce type de questions comme celle que tu viens de me poser. Tu es un homme et tu es président d'une association féministe. Est-ce que la masculinité aurait besoin de se réinventer à l'heure actuelle? Alors écoute, si tu me le permets, je vais prendre la question effectivement dans le sens inverse et commencer par cette masculinité. Moi, j'ai beaucoup de mal, en tant qu'individu, comme tu l'as dit, Oui. à évoquer les sujets de masculinité versus féminité, les pour, les contre, région par région, Paris, province. Je trouve qu'on revient encore sur des débats où je me dis pourquoi pas faire Qui vont l'exercice opposer. intellectuel. Est-ce que les urgences qu'on a au-delà des femmes, climatiques et autres, nous permettent véritablement de se retrouver tous autour d'une table et parler de la masculinité plutôt ci ou plutôt ça? Moi, je pense qu'on devrait surtout se dire que la société devrait être comme ci, les individus devraient être comme ça. Et effectivement, les données montrent que la masculinité aujourd'hui peut être particulièrement toxique et donc il y a un programme global de transformation du pays à avoir avec un focus sur les hommes. Moi, ça m'inquiète, tu vois, quand je vois que, je crois que c'était l'Observatoire des égalités femmes-hommes qui sortait une étude où tu vois que c'est presque plus les jeunes, donc des 18 à 25 ans, qui ont encore plus de biais sur la femme, etc., que les générations précédentes. Ça m'inquiète, par exemple. Donc, je me dis qu'elle devrait être réinventée, mais surtout être sécurisée dès le début. Et que ça en devienne surtout plus qu'un non-sujet. J'ai pas envie que la masculinité devienne un sujet. Je voudrais qu'un jour, on se dise qu'on revienne, toi et moi, dans 30 ans et qu'on n'ait pas ce type de questions comme celle que tu viens de me poser. Souvent, nous aimons les trajectoires simples, les récits linéaires, les identités qui ne débordent pas. Et pourtant, les parcours les plus intéressants sont souvent faits de tensions. Venir d'un milieu populaire et dialoguer avec les élites, assumer l'ambition sans renoncer à l'éthique, être entrepreneur et présider une association féministe, travailler avec les grandes entreprises tout en questionnant leurs modèles, s'intéresser à l'intelligence artificielle et en poser les conditions. Mon invité d'aujourd'hui connaît aussi ce que signifie être perçu comme minoritaire. Et peut-être que cette expérience du regard, être à la fois dedans et un peu dehors, change la manière dont on choisit ses combats. Wissem Mechi est entrepreneur, consultant, président de Led Buyer et observateur attentif des mutations technologiques. Ce qui m'intéresse chez lui, ce ne sont pas les étiquettes, c'est la cohérence derrière la pluralité. Aujourd'hui, on va parler de paradoxes et de la richesse qu'ils contiennent. Bienvenue Wissem. Bonjour Dorothée, écoute, je te remercie à nouveau pour cette invitation et puis j'ai hâte qu'on puisse avoir cet échange sans tabou ensemble aujourd'hui. Très bien, merci. Oui, comme tu le dis, c'est un échange sans tabou qui nous attend. Effectivement, comme je te présentais, tu as entendu la présentation que j'ai faite de toi, tu es un homme pluriel. C'est-à-dire que tu es un homme qui a grandi dans certains types de conditions, qui maintenant côtoie les personnalités du CAC 40. Tu fais partie d'une minorité, tu ne t'en caches pas, et en même temps, tu défends les droits d'une autre catégorie de la population. Tu es en même temps engagé politique, enfin pas politiquement, mais tu es engagé socialement, humanitairement parlant, et en même temps, tu es très au fait et très investi au niveau de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Donc, ma question, elle est toute simple. Qui est Wissem dans tous ces masques, dans tous ce ne sont pas des postures, ce sont des moments de vie. Tu es plein de monde à la fois. Donc, qui est Wissem derrière tout ça ? Écoute, en tout cas, je te remercie pour cette présentation. Effectivement, plus je t'écoute et plus je m'aperçois effectivement que la vie, c'est parfois aussi un peu se perdre un peu partout, mais finalement tout de même garder une cohérence. Moi, je suis convaincu, même si on prend au-delà, par exemple, d'un individu, mais si on prend le prisme, par exemple, d'une république, tu sais, quand on a pu l'entendre à l'école, la république est indivisible. Pour moi, indivisible, c'est pas homogène. Indivisible, c'est cultiver aussi des différences. Aussi bien au niveau d'une société, avoir des parcours différents, permet justement de l'accumuler et d'en créer une certaine richesse, mais y compris, si je reviens sur ta question de qui est Wissem, c'est aussi cultiver cette différence sur différents modèles ou différents univers. Je n'oppose pas, à mon sens, le monde de l'entreprise versus de l'associatif. Merci Wissem pour cette réponse qui n'en est pas une. Tu ne m'auras pas, tu essaies de voter en touche. C'est bien tenté, mais ça ne marchera pas. C'est-à-dire que je comprends très bien le fond de ce que tu viens de dire. Ouais. On peut être plusieurs et en même temps être cohérent. Et maintenant qu'on a posé ce concept, je reviens à ma question de départ, qui est Wissem. Un être complexe,
un être curieux de la vie, un être qui a envie surtout d'aider les autres, un être qui est en recherche, un être qui est en construction, ou au contraire, tu as une vision bien posée, bien stratégique, et tu sais où tu vas, ou tu es en système empirique permanent? Alors généralement en politique, on te dit qu'il faut 2 fois faire de la langue de bois Tu vas avant pas d'arriver sur la bonne réponse. On va essayer d'accélérer si tu veux ton podcast et je vais répondre directement sur la deuxième partie qui sera S'il te peut-être un plaît, peu plus ça serait spontanée. sympa. Ouais, Et merci. spontanée, ça fait une bonne transition. En l'occurrence, Merci. spontané, quelqu'un d'assez curieux, effectivement, même très curieux. Tu parlais d'être posé sur ses convictions. Il y a un seul élément sur lequel je suis convaincu, ce sont mes valeurs. Sur le reste, honnêtement, être certain que toutes mes actions auront un impact, par exemple, positif à long terme, Ouais. je n'en ai strictement aucune idée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses Ouais. qui vont au-delà de nous, en Ouais. réalité. Et se reposer des questions surtout, c'est le sujet essentiel. Est-ce que je suis quelqu'un de convaincu sur mes valeurs? Oui. Est-ce que je suis convaincu à long terme? Ou par exemple, est-ce que je sais où est-ce que je suis dans 5 ans? Je te le réponds sans tabou. La réponse est non. Ni en termes de pays, ni est-ce que je serai plus dans une entreprise versus une association, ni quoi que ce soit, en fait. Je m'écoute beaucoup, sauf que m'écouter fait parfois des réponses assez différentes d'un jour à l'autre. Tout Et en là, c'est une gardant- réponse sans tabou. Et c'est une réponse exactement sans tabou. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Je te propose qu'on remonte le fil. Et je crois que, en fait, la question de qui est Wissem arrivera à la fin de ce podcast. Alors, ça va être un entretien un peu psychanalyse, mais tout à fait intéressant, et qui est aussi haut en couleur, comme tu peux l'être, avec beaucoup de nuances, néanmoins. Eh ben, avec plaisir de passer sous ton radar. Alors, la première question, pour cadrer notre échange, la première question, elle va aller sur Wissem plus jeune. On repart en arrière, on retourne quelques années, parce que tu es encore dans la trentaine, et on va revenir 20 ans en arrière, si tu veux bien. Wissem a entre 8 et 10 ans. Comment est ce petit garçon? Enfin, encore petit garçon. Il est où? Il habite où? Quelle est sa vie? Alors, je pense qu'il est toujours là, en l'occurrence, hein, au fond de moi. En revanche, il est cultivé d'une manière totalement différente. À savoir que j'ai eu beaucoup de mal, et je pense comme beaucoup d'autres personnes au sein de notre société, à se dire que l'excellence n'était pas la norme, de se dire que de me sentir très différent. Et ça, tu parlais des 8 à 10 ans. Je pourrais même te dire que vers mes 5 ans, qui sont généralement les premiers souvenirs, tu sais, qu'un adulte peut avoir, je me suis toujours vu comme à la marge. Et à la marge, je l'associais par défaut et par un système sociétal, mais qui nécessiterait limite un deuxième podcast pour en discuter, comme quelque chose de négatif. Donc, j'étais quelqu'un, par exemple, de très sensible. J'étais quelqu'un qui commençait déjà à sentir son homosexualité. J'étais quelqu'un qui se sentait plus littéraire, alors qu'une norme était plus, par exemple, d'aller sur des sciences. J'étais quelqu'un qui préférait jouer parfois plus au Barbie que à Action Man. Désolé si j'ai cité une marque, mais voilà, j'étais plutôt dans ces paradoxes-là. Et j'ai essayé peut-être de les gommer. Pas nécessairement de sentir que j'étais en capacité de les gommer, mais en tout cas, de manière cosmétique, d'essayer de les cacher au sein de la société. Ce qui, du coup, amène bien évidemment un prisme et un paradoxe dans lequel tu peux avoir parfois un certain mal-être. De se dire à quel moment j'enlève mon masque. Mettre un masque quand vous avez 40 ans au sein d'une entreprise en réunion, c'est peut-être facile. À 8 ans, c'est peut-être plus difficile face à ses parents ou face à ses camarades de classe. Donc voilà, assez tôt, je me suis rendu compte que, 1, à la fois j'étais différent, 2, que je n'étais pas sûr que ça soit bien de l'assumer, et 3, même de manière générale, est-ce que c'était positif d'être différent? Donc ça, c'était au moment de tes années collège, parce que tes années collège, tu les as vécues en ZEP. Parce que Ouais, je ne ouais. sais pas si les personnes qui travaillent avec toi sont au courant, donc c'est quand même un passage qui t'a marqué. Je ne sais pas si ça a duré très longtemps dans ta jeunesse. J'ai fait tout mon collège en ZEP, effectivement. Et paradoxalement, ou en tout cas, ça peut casser quelques biais, moi, ça a été des années qui m'ont permis aussi de me cultiver dans une certaine différence, mais aussi qui m'a permis aussi de me dire que les règles de pouvoir, entre guillemets, étaient aussi essentielles. Très tôt, on se dit que s'il y a certaines confrontations en cours de récré, etc., il vaut mieux être dans les bons endroits, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour finalement vivre ou survivre, mais on va pas y mettre un côté dramatique. C'est à peu près ce qui se passe en fait au-delà d'un collège en ZEP, et ça se passe d'ailleurs dans tous les collèges. Ça me fait penser aussi beaucoup aux travaux de Nietzsche qui dit chacun sa propre réalité. Et en fait, c'est vrai que tu dis que chaque monde, en réalité, il est poussé par un émetteur, il est vu par un destinataire, et il y a autant de mondes qui n'existent que
trio de l'objet dont on parle, l'émetteur plus le destinateur. Et à partir de ça, c'est exactement tout ce qu'on vient de se raconter. La valeur de Wissem, c'est un atout, il a certains atouts en ZEP, par exemple, si on prend les clichés de la mixité, par exemple, Ouais. culturelle, versus être dans un monde plus normé, entreprise privée, etc., où il va y avoir d'autres atouts. Et donc, c'est peut-être cette fluidité-là qui a été quelque chose d'intéressant depuis le début de ma carrière et depuis le début de mon enfance. Alors, j'entends bien, j'entends cette prise de conscience chez toi de, de ce qui, en fin de compte, a fait résilience. C'est-à-dire il y a une lucidité par rapport à un contexte, il y a une posture que tu as adoptée pour être intégré socialement, Mm. en priant parfois, je me rappelle ce que tu dis, hein, tu croises les doigts, pour ne pas que l'on mentionne ta date de naissance, etc. Et puis, il y a un moment donné où tu dépasses ça pour te dire, mais en fin de compte, ce que je ressens, je peux en faire une force. Alors, le déclic, il arrive à quel moment, ce déclic de résilience, ce mouvement en fait interne où tu dis, mais en fait, j'ai pas à avoir honte, je suis aussi ça. Ouais. Alors, tu vas dire que je fais une réponse en langue de bois et je t'assure que non. Je pense que le déclic, déjà, il ne se prévoit pas, hein, comme son nom Ouais. l'indique, en premier terme. Deux, je dirais qu'il n'est pas arrivé dans ma vie selon les thématiques au même moment. Typiquement, un déclic d'assumer sa sexualité ou son Ouais. orientation sexuelle, moi, n'est pas arrivé au même moment. D'ailleurs, pas aussi auprès des mêmes populations, hein, si on segmente famille, amis, boulot, pas non plus, etc. C'est plutôt une juxtaposition de plusieurs déclics qui sont arrivés. En revanche, si on prend le sujet de naviguer dans différentes eaux, hein, et notamment sur le sujet plus professionnel ou associatif, moi, je te donne une anecdote. C'était une de mes responsables sur un job, un jour qui m'a dit, et qui était dans un profil, pour ceux qui connaissent les couleurs, tu sais, de personnalité, qui était un profil très bleu, donc guardian, donc dans le côté très terre à terre. Ouais. Je pense que ceux qui regardent le podcast auront compris que ce n'est pas trop ma couleur de prédilection. Moi, c'est plutôt un créatif et un rouge. Et elle m'a dit, oui, Sam, en fait, j'essaye de gommer en fait certains de tes axes d'amélioration, mais plus je les gomme, et moins je revois en fait tes qualités. Tellement en fait le fait de t'être forcé C'est à beau aller ça. lycée pour me faire plaisir Mm. suite à mes recommandations. Et donc j'arrive sur un deuxième point de feedback avec elle qui me dit finalement oublie le fait de parfois peut-être envoyer tes factures en retard. Parce qu'en faisant ça, je retrouve pas finalement ce qui m'intéressait chez toi, de C'est trouver des intéressant ça. alternatives innovantes. Et ça, pour le coup, tu vois, typiquement, j'y avais pas pensé avant qu'on en discute, Ouais. mais ça, pour moi, ça a été un des principaux déclics, un parmi tant d'autres. Oui, mais alors là, on touche quelque chose d'assez fin. Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voudrait lisser des aspérités et des choses assez peut-être Mm. extrêmes de nos Mm. personnalités, on gommerait aussi Ouais. potentiellement la partie qui serait la plus créatrice, Mm. ou en tout cas la plus nourrissante ou la plus Mm. productrice de valeur. Tout C'est à ça fait, que tu veux tout dire? à fait. Et puis, À gommer nos ombres, on pourrait aussi atténuer notre Mm. lumière? Ouais, alors je dirais qu'il y a quand même deux prismes. Il y a un premier prisme qui sont quand même des prérequis, à savoir que effectivement, peut-être qu'il y a certaines zones d'ombre, il faut absolument arriver à un certain niveau. Je te dis n'importe quoi, au boulot, ok, peut-être que je suis désorganisé, ou alors que j'ai du mal à me réveiller, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas faire un effort pour arriver à l'heure. Donc il y a ce système de prérequis qu'il Oui. faut au moins avoir ce minimum de stabilité. Oui, parce Et que en la revanche, discipline Mm. permet, est également une structure, permet également de cadrer Mm. une énergie qui peut partir dans tous les sens. Tout à fait. Alors que par contre, à l'inverse, je pense à surcadrer, on arrive sur une normalisation des choses. Et tu vois, typiquement, on peut se faire même l'exercice sur nous-mêmes. Je veux faire un discours qui soit le plus parfait pour 1000 personnes. Et bien finalement, je vais commencer à gommer les critères spécifiques de la centième personne versus la 105e. Et finalement, je me retrouve peut-être avec le meilleur des discours, en tout cas celui qui rassemble le plus, mais qui sera peut-être aussi le plus fade et qui va pas nécessairement aussi me représenter. Je pense que parfois cultiver un atypique, mais se dire que chaque personne différente ensemble permet du coup de créer un collectif, mais pas de se le créer pour soi-même, en une seule personne. Est-ce que ce parcours de résilience que tu as eu, ces moments de prise de conscience où tu as décidé d'en faire aussi un métier et une vie, à quel moment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, je vais être entrepreneur social, je vais rentrer dans une logique de solidarité, je vais accompagner les dirigeants sur une prise de conscience RSE. Qu'est-ce qui t'a motivé au fond?
Alors, c'est une très bonne question. J'en ai pas des souvenirs spécifiques de déclic cette fois-ci, tu vois? Je pense que ça a été un cheminement qui s'est fait de manière progressive D'accord. et non d'un point de vue déclic. Je pense que parfois, tu sais, moi j'aime bien l'image, tu sais, du terme bouleversé. C'est un terme que j'aime bien en français parce que c'est vraiment une boule qui est versée. Il y a certains sujets où c'est des bascules comme ça, où tu es bouleversé, et d'autres qui te paraissent fondamentalement logiques depuis le début. Et te dire que j'ai eu un déclic, ça serait te mentir. Moi, depuis le début, je sais que j'ai toujours été dans le partage, dans les cours de récré, etc. Il n'y a pas eu un déclic en particulier. J'ai voulu donner du soutien scolaire tout en demandant pas de rémunération quand j'étais au collège. Donc en fait, c'est plutôt pas à pas et au gré des opportunités qui se sont présentées à moi que j'y suis allé. Mais ça n'a pas été... quand je suis arrivé à ma première association, je me suis pas dit ah waouh, je suis en train de découvrir des nouvelles vertus chez moi, de philanthropie, de générosité. Je les connaissais et c'était une évidence en tant que telle. Et donc, quand j'y suis arrivé, donc, comme je te l'ai dit, c'est plutôt des affaires de rencontres. En revanche, les rencontres, elles se génèrent, elles se bousculent, hein. C'est Elle pas se arrivé, décide. elles se décident des deux Ouais. côtés, Ouais. hein. Alors, je vais pas rentrer sur le sujet de l'univers qui est aussi Non, un mais sujet qu'on l'univers de a. la rencontre, oui, Ouais. c'est une décision. Tout à fait. Et donc, en rencontrant des associations, etc., de fil en aiguille, j'ai pu avancer. Je n'y suis pas allé pour le pouvoir, je suis allé plutôt pour l'action, puisque dans toutes les associations que j'ai intégrées, je suis pas allé directement, tu sais, dans le conseil d'administration ou quoi que ce soit. Ça a été tout le temps en bénévolat. Et ensuite, petit à petit, au gré qu'on me propose ou pas de prendre plus de responsabilités, Donc j'ai le pu avancer. bénévolat, c'est une démarche que tu as initiée très jeune? Je me dis que je suis encore bénévole. Alors, je suis peut-être pas encore jeune, mais je suis encore bénévole. Et ça, c'est un sujet important. C'est que tu dis, tu as commencé par du bénévolat. Aujourd'hui, en tant que président de l'ADBR, qu'on va évoquer après, hein, donc je rentre pas totalement dans le sujet, je suis encore en bénévolat. Je refuse d'être rémunéré pour D'accord. l'ensemble de mes actions sociales et solidaires. Alors justement, on y vient à l'aide Bayer. C'est une association euh, qui permet à des femmes qui ont rencontré des moments difficiles de vie Mhm. de pouvoir retourner vers l'autonomie, en tout cas pour passer de la survie à la vie. Peu importe, enfin pas peu importe, avec un bagage que l'aide Bayer va lui offrir. C'est une association qui me tient également à cœur, que je connais aussi depuis un petit moment. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Effectivement, aujourd'hui, tu étais mentor à l'époque, moi Mhm. aussi, dans cette association. Aujourd'hui, tu en es président et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles, s'il te Très bien. plaît. Alors, c'est avec plaisir. Et puis, je te remercie aussi de ton implication chez Led Bayer, hein, comme quoi on arrive jusqu'à ce podcast-là et ça va pouvoir peut-être aussi élargir, hein, cette communauté au-delà Oui, de nous on deux. recrute les On bénévoles. recrute toujours. Les femmes victimes de Oui, violences sont encore là, ouais. dans toute Alors, leur pluralité. justement, avant de rentrer dans le détail de l'aide Bayer, tu vois, je te coupe, je suis Ouais. vraiment désolée. On peut poser le contexte de la place des femmes qui subissent des violences en France. Je crois qu'elles sont plus de 200, enfin, ça augmente d'année en année. On parle de 200, près de 280 000 femmes qui sont concernées par les Ouais. violences. Et puis, il n'y a pas que les femmes concernées par les violences au sein de l'association. Il y a aussi des femmes qui ont été victimes du cancer du sein et qui n'ont plus de travail. Enfin voilà, en fait, Voilà. on accompagne des femmes qui sortent de Mm. moments très, très violents psychologiquement ou Mm. physiquement. Ouais. Et si on fait, tu sais, le parallèle entre les constats versus les solutions, en fait, l'aide Bayer est née de ça. C'est quoi le contexte? C'est que, comme tu le dis, on a de plus en plus de femmes victimes de violences. Ouais. Les femmes sont à 80, plus de 90% les personnes qui sont victimes de ces violences-là, hein. Donc, quand on dit, tu sais, pas tous les hommes, mais toujours c'est un homme, on est tout de même dans ce cas-là. Je crois que le ministère de l'Intérieur te dit que 97 à 99% des agresseurs sont des hommes. Donc, on est déjà dans ce paradoxe-là. Le sujet du féminisme, de manière générale, si en plus on remonte encore d'un cran, moi je suis encore surpris quand je crois qu'il y avait une étude qui disait 43% des hommes se considèrent comme féministes. On a encore des disparités salariales. On a encore des sujets de biais entre les sciences, etc., etc. Oui, mais Dans tout ce contexte, hein, excuse-moi, on ouais, constate quand même qu'il y a des hommes connus, acteurs pour certains, mais en tout cas qui ont une aura publique, qui prennent la parole en faveur des femmes, dans le sens où ils ont une considération pour ce qu'elles peuvent vivre en termes de ouais. charge mentale ou de difficultés. Et ça, c'est assez nouveau.
Non? Qu'est-ce que tu en Oui, oui, penses? oui, c'est nouveau, c'est grandissant, mais c'est suffisamment inquiétant qu'on arrive à, toi comme moi, être en train de le souligner, ce point-là. Puisque ça devrait être un standard, en réalité. Avoir de l'empathie pour 52% de la population du monde, ça me paraît tout de même assez légitime. Et j'ai pas envie, j'aurais tendance, hein, comme toi, à me dire, tiens, on va Mais est-ce que féliciter tu sais qu'il y a les des 3 gens hommes qui font ça. je suis d'accord, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui manquent, d'empathie? L'empathie, pour moi, devrait être quand même un socle commun pour l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que tu sais qu'il y a des pays européens qui ont décidé de donner des cours d'empathie? Oui, surtout dans les pays scandinaves, Eh oui, etc. Ouais. comme d'habitude. Ouais, ouais, et je suis d'accord. Et tu sais, bon, alors ça va être encore peut-être une petite parenthèse, hein, mais moi je suis intimement convaincu, bien qu'on n'ait pas encore parlé du sujet de l'intelligence artificielle, que notre Oui, parcours académique ou même notre apprentissage de manière générale, que ce soit d'ailleurs même sur les sujets associatifs, devrait de moins en moins être sur des compétences un peu plus techniques, mais beaucoup plus comportementales. Typiquement, avoir l'esprit critique. Donc un regard extérieur du monde, ou te dire pourquoi ces hommes, est-ce que tu ne crois pas 80%. que justement, quelque part, l'éducation nationale, alors pas que, elle n'est pas que française, mais l'éducation au sens large s'interroge justement sur l'apport réel que peut avoir une école aujourd'hui, sachant que la plupart des élèves ont accès, j'allais dire, aux connaissances dites Ouais. magistrales via Google, Internet ou Chat GPT, pour ne pas citer cette IA, parce qu'il y en a d'autres, Ouais. pour qu'effectivement un professeur aujourd'hui s'intéresse davantage à des soft skills et à des comportements. Est-ce que tu crois que les systèmes d'éducation de chaque pays européen ne se posent pas la question? Alors, Moi, il y a pour une moi, ils différence se entre posent. se poser la question et expérimenter les choses ou y aller dans l'action. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de discussions, notamment au niveau des ministères des éducations nationales des pays concernés. En revanche, sur la mise en pratique, sur l'expérimentation, etc., je pense qu'on a encore une énorme marge de manœuvre. En t'écoutant, Wissem, je me pose une question. Est-ce Oui. que tu penses que les hommes euh, doivent se taire, s'engager? Enfin, quel type de prise de considération peuvent-ils assumer clairement pour que les choses peut-être évoluent dans le sens d'une Ouais. réelle parité, d'une réelle équité? Donc le premier point, tu vois, que je voulais mettre en exergue, c'est que, à mon sens, chacun déjà peut contribuer de différents biais, à savoir aussi bien sur du soutien, sur des déclarations publiques, sur du temps qui soit alloué, etc. Moi, je ne suis personne pour dire au gré de chacun quel est son niveau d'implication. Et pour le coup, je pense que d'ailleurs, ce sera le deuxième point. La question n'est pas nécessairement sur qu'est-ce que les hommes peuvent faire sur cette question, c'est qu'est-ce qu'un concitoyen, quel qu'il soit, un individu, peut faire sur les causes concernées. J'aimerais bien en fait qu'on puisse un peu dézoomer le matching qu'on réalise entre une cause versus qui la défend. Typiquement, moi je rêve d'un monde, pour être peut-être plus concret, où une personne hétérosexuelle puisse monter une association LGBT et prendre position dessus. Je rêve aussi que des hommes puissent être présidents d'assauts féministes ou soutenir ces causes-là. Et réaliser ça, ça permet même plus de se poser la question de qui Donc, doit dire quoi, à quel pour toi, moment. on peut militer pour des personnes qui ne nous ressemblent pas. Oui, On ne perd pas en légitimité. alors moi, je serais inquiet qu'on perde en légitimité en se disant qu'une cause, on peut la détenir selon une affiliation. Il n'y a rien de pire que pour alimenter justement des mouvements communautaristes, etc. Toucher une cause, par exemple, comme celle des femmes, le sujet des femmes, c'est une cause qui est universelle. Au-delà qu'elle soit féministe, elle est Oui, parce universelle. que, reprenons les choses, tu fais partie des quelques présidents, et ils sont très peu nombreux, on en compte moins de 5, Mhm. présidents masculins à la tête d'une association pour la défense des droits des femmes. C'est très rare, très très rare. Et tu aurais pu choisir une autre cause plus proche Oui. de ce qui te ressemble peut-être. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ne pas avoir choisi ça Alors, je vais comme te axe? répondre déjà sur pourquoi, moi, ça me paraît tout de même surprenant ça, parce que je pense que c'est pas le cas de l'association féministe versus hommes. Il peut se poser aussi, comme on vient de le dire préalablement, sur, je te dis n'importe quoi, une association par rapport à la cause animalière versus avoir déjà eu des animaux. Tu peux prendre ce clivage-là un peu sur tout. Moi, ce qui me gêne peut-être encore un peu dans la société, hein, et je suis pas en train de me mettre en élévation par rapport au commun des mortels, hein, bien évidemment pas, c'est que tout de même ces chiffres prouvent
que généralement on s'engage quand on se sent directement concerné. Moi, c'est pas nécessairement ce que j'imagine comme monde de demain. J'aimerais bien qu'on ait des chaînes un peu indivisibles où chacun cultive leurs différences. Ce qui signifie pas pour autant ne pas avoir de garde-fou, hein, à savoir une association avec 100% d'hommes sur une asso féministe. Il faut trouver aussi ce matching entre dans une asso, on a besoin de quoi sur la cause, par exemple, féministe. Est-ce qu'on a besoin d'avoir que des femmes? Je ne suis pas certain, ça dépendra du modèle. Est-ce qu'il nous faut des hommes? Oui, mais est-ce qu'il en faut 100%? Non. Repartir plutôt sur quels sont les besoins de la cause, quels sont les sujets par rapport à votre fondamental ou votre raison d'être d'association. C'est elle qui nous dira quelles sont les personnes à avoir dedans. Et typiquement, si je prends l'exemple de Led Byrer, nous qui parlons plutôt de reconstruction à travers l'entrepreneuriat, sans pour autant en dire trop, eh ben avoir des profils d'entrepreneurs, tout simplement, c'est plus important que le sexe ou le genre des bénévoles que nous avons dans l'asso. Alors c'est très intéressant le discours que tu as parce que hier j'ai interviewé une autre personne qui vient également du monde de l'économie sociale et solidaire Ouais. et dans notre entretien on a abordé le sujet de certaines émotions qui sont dites ou de certaines postures ou de certaines qualités qui sont dites plus féminines que masculine. Tu penses quoi, toi, de ça? Eh ben, écoute, c'est une très bonne remarque. Et moi, c'est quelque chose encore qui me gêne. Il me gêne à différents titres. C'est encore une fois, et ça fait un peu le fil conducteur de tout cet échange, hein, c'est définir pour opposer. Et je trouve que cette règle-là, définir pour opposer, définir pour confronter, définir pour comparer, ne va pas amener à une république indivisible qui cultive cette différence, qui embarque les gens vers des causes qui vont au-delà même Tu du veux dire propre un projet sujet commun? concerné, un projet commun. Et on n'est que fait de projets communs. Faire la croissance d'une entreprise, c'est un projet commun. Aller sur la cause féministe, c'est un projet commun. Faire famille. Combattre les... Faire famille, c'est un projet Et commun. donc, dire que les uns ou les autres sont nés avec je ne sais quelle appétence, prédisposition, etc., je pense que le sujet n'est même pas là. Au-delà du fait que ça soit faux, je pense que le sujet n'est pas là. Moi, je préfère utiliser du temps pour me dire quelles sont les différences de chacun d'entre vous, qui veut les cultiver, juste qu'est-ce qu'on peut en faire dans cette cause-là, plutôt que de me dire que des prédispositions selon ta catégorie sociale feraient que je pourrais croire que tu vas être peut-être plus résilient parce que tu es passé éventuellement par un chemin de vie plus complexe. Ça ne me regarde pas. La personne arrive à s'auto-définir. On peut l'accompagner aussi à mieux se définir. Je suis pas certain que 1 sur 10 qui ait réussi à passer le collège en ZEP qu'on évoquait signifie que du coup on devient un warrior ou pas, etc. Je pense qu'il faut avancer et surtout faire confiance aux gens. Ils ont plus de palettes que ce qu'on veut sur leur sujet, et y compris par rapport à leur genre. Donc, on va attaquer le sujet de l'aide bailleur dans le sens de l'action et de l'expérience connue sur le terrain. Ouais. Là, on se retrouve sur cette façon de voir une qualité, une compétence qui au départ est une qualité, une compétence ou un défaut purement humain avant d'être sexualisé, Oui. pour faire une synthèse de ce qui vient d'être dit. Maintenant, quand tu reçois, et ça c'est l'exigence du terrain, quand tu reçois des femmes qui ont été victimes de violences ou qui ont traversé peu importe qu'elles soient coercitives, psychologiques, physiques, tu reçois des femmes qui ont un regard sur le monde masculin qui est un regard qui peut être réducteur. Tu leur dis, tu leur expliques, toi, justement. Donc ça, c'est un discours qui est entendable par ces femmes-là. Si je te pose la question, c'est parce que je sais un petit peu Il comment n'est ça se même passe. pas entendable, il est accepté et poussé par elle-même. Pourquoi? Pour 2 raisons d'apprentissage, moi, que j'ai vécu à travers Led By Her, et sur lequel, je te le dis, ça a été un peu différent les années précédentes versus aujourd'hui. Un, c'est que n'importe qui a été victime de quelque chose a le droit à un certain moment, pour différentes raisons, de généraliser, etc. Ça fait partie aussi du process de violence. On n'est personne à juger l'irrationnel dans une situation irrationnelle. En revanche, c'était aussi pour ça que le modèle de Led By Her est d'accompagner les femmes victimes de violences à travers l'entrepreneuriat, mais plutôt, si tu me permets l'expression, au dernier kilomètre de cette reconstruction. Donc, il y a déjà une prise de recul, je dirais, par rapport à cette violence. On n'arrive pas en plein cours de violence, puisque si on arrive dans ce cas-là, alors l'entrepreneuriat n'est clairement peut-être pas la bonne solution pour se reconstruire. Le deuxième point, c'est que plus on a prouvé par... Excuse-moi, l'aide bailleur arrive à la fin d'un parcours déjà de résilience où la femme est passée par différentes étapes, peut-être différentes associations ou par différentes structures relevant du public pour arriver à pouvoir bénéficier d'une année avec l'aide bailleur, d'un accompagnement gratuit
Ouais. à l'entrepreneuriat ou à la reprise d'un métier. Alors tout à fait. Bon, alors comme tu le sais, hein, de toute façon, la violence, c'est quelque chose de cyclique, femme ou homme, hein. Donc bien évidemment, quand on dit dernier kilomètre, on n'est jamais à Alors l'abri à moi, ce je qui le se passe. sais, oui encore, mais c'est pour nos auditeurs Ouais. surtout qu'il faut l'expliquer. Mais en tout Donc cas, la voilà, violence, la vas-y. violence, elle peut revenir bien évidemment pendant le programme. Elle peut arriver 3 ans plus tard, du même sujet ou sur un autre sujet, hein. Elle est malheureusement plurielle, encore plus dans la vie d'une femme et encore plus dans la vie d'une femme qui a déjà été victime au préalable. Donc dire qu'on arrive au dernier kilomètre, c'est en tout cas arriver au moment où on sent que c'est pas elle qui a du sens pour l'aide bailleur, c'est que l'aide bailleur a du sens pour elle et que ça va lui apporter des bonnes vertus. Donc ça, c'était plutôt pour répondre sur le sujet de on n'arrive pas à un moment où les discussions ne peuvent pas être de manière apaisée Tu as sur le un sujet cas, des hommes. tu as un cas précis en tête, une personne qui reflète ce que tu es en train de dire, une femme, on peut taire son nom si tu veux, mais Non, non, j'ai pas de cas en particulier. Moi, j'allais plutôt te dire surtout une tendance qu'on voit sur la perception des hommes par les femmes bénéficiaires. C'est que tu sais, alors donc nous, notre parcours, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent, notre parcours de sélection, je suis la dernière personne qui passe un entretien avec ces femmes-là, avant un partenariat avec France Travail qui les présélectionne, et également avec notre psychologue qui vérifie justement cette capacité ou pas à prendre le poids, hein, et dans son vrai sens, de l'entrepreneuriat. Et plus on a créé ce modèle-là de choisir les femmes au bon moment, au bon endroit pour que ce soit bénéfique pour elles et les bons profils. Et quand on leur demande la question, est-ce que vous voulez un mentor femme ou homme ou est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas pour vous, aujourd'hui, on est à quasi 100% de femmes qui disent, c'est pas du tout ça mon critère principal. Donc on voit bien que le sujet de la perception de l'homme, ce qui n'était pas du tout le cas au début de Led Bayer, hein, donc ça ne veut pas dire que c'est une tendance sociétale, hein, ce que j'évoque, c'est que adapter Ouais, son dispositif ouais. fait que du coup le sujet de l'homme n'est plus un sujet chez nous au sein de Led Bayer. D'accord. Donc, je reprends le parcours. Pour pouvoir bénéficier de l'apport de l'aide bailleur en termes de mentoring, de coaching, de cours Ouais. qui sont donc gratuits et accessibles à des femmes qui sont en reconstruction de vie, de résilience, après des passages difficiles. Euh, Comment ces femmes arrivent chez l'aide bailleur? Elles ont entendu parler de l'aide bailleur par quel biais? Juste Alors, elles ont entendu par 3 biais différents. Le principal reste notre le- partenariat avec France Travail. Donc c'est France Travail. Le deuxième, Le deuxième, c'est en organique à travers notre site web ou à travers en fait, le site web qui est laidebailleur.org. voilà, Et le troisième, et des réseaux de partenariat avec des associations ou alors les anciennes femmes alumni de l'aide Bayer qui recommandent auprès de leur entourage. d'accord, très bien. Vous êtes présent à la Cité Audacieuse, donc hébergé par la Fondation des femmes qui se trouve à Paris. Oui. Vous avez accompagné combien de femmes jusqu'à maintenant? Alors- Donc, ça a été créé en quelle année? On existe depuis un peu plus de 10 ans. En revanche, et ne crois pas que je ne souhaite pas répondre à ta question, Dorothée, désormais, en fait, on compte pas le nombre de femmes, on compte le nombre de dispositifs accompagnés. Pourquoi? Tout simplement puisque l'aide Bayer n'accompagne pas que sur 6 mois une seule femme et ensuite à la fin de cette émulation, elle qui a créé un collectif avec d'autres femmes, etc. Puisque l'intérêt de l'aide Bayer n'est pas juste créer son entreprise, hein, c'est rencontrer aussi d'autres femmes, De créer un d'avoir- réseau, une communauté. tout à fait. Un Et collectif. s'arrêter comme ça au bout de 6 mois, il n'y a rien de pire que de donner quelque chose sans transition. Donc aujourd'hui, en fait, on accompagne, j'aime bien dire cette expression, en tout cas à nos alumni, on vous accompagne Oui. quand vous le voulez, sur la durée que vous souhaitez et sur les projets que vous souhaitez. À savoir que j'ai mis un point d'honneur l'année dernière avec nos équipes de l'aide Oui. Bayer, que j'embrasse si elles regardent ce podcast, de me dire qu'on doit être des accompagnateurs de vie en réalité. Et donc, en fait, je compte plutôt par dispositif. Une femme peut avoir peut-être sollicité 3 ou 4 fois l'aide Bayer. En revanche, sur le programme de base de 6 mois, le premier, on en a à peu près une vingtaine par an. Une vingtaine par an. Ouais. Présent uniquement en Île-de-France ou commence à essaimer dans d'autres régions? On est à Paris ou alors on a certaines femmes qui peuvent se déplacer puisque nos cours sont aussi adaptés aux horaires des mamans solo, etc. On n'a pas aussi de cours le week-end. Donc on a quelques personnes aussi en province. Mais là, l'idée est bien pour cette année d'ajouter 1 à 2 nouvelles villes en France. L'association recrute également des bénévoles? L'association recrute des bénévoles, recrute des différences de manière générale. Il y a D'accord. toujours une place pour quelqu'un qui souhaite Combien donner de du temps. bénévoles alors actuels?
Oh, c'est assez mouvant et surtout, je pense pas que le chiffre te donnera beaucoup d'éléments. On doit avoir à peu près une centaine de bénévoles, C'est quand mais même pour bien. autant, il y a des bénévoles qui vont être très ponctuels, puisqu'on a des personnes, par exemple, qui n'ont pas le temps d'accompagner des femmes sur un programme de 6 mois. Alors, un bénévole, il peut faire quoi au sein de l'association? Alors, un bénévole, il y a différentes casquettes. Il y a la première casquette qui sont les mentors. Les mentors, c'est quoi? C'est du mentoring soit individuel, soit collectif C'est ce qu'on pour a les fait, toi et femmes. moi, Ce d'ailleurs. qu'on a fait nous. Mm. Donc, c'est des profils plutôt d'entrepreneurs Ouais. qui vont accompagner une femme sur la prise de parole en public, le business plan, etc. Tout un peu les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Le deuxième profil qu'on recherche, c'est un coach. Ce sont des coachs. Ces coachs, eux, sont plutôt sur la partie reprise de confiance en soi, développement personnel, etc. Bien Important. évidemment, mentoring et coaching ont parfois quelques zones en commun, d'où l'intérêt Bien aussi sûr. de fonctionner toujours un peu comme un trio entre la femme bénéficiaire, le mentor et le coach. Nous avons aussi à côté de ça tout simplement des intervenants sur des sujets spécifiques d'expertise ponctuelle, Ouais. donc des conférenciers qui interviennent sur 2 heures ou sur 3 heures sur un sujet spécifique, tout comme des personnalités dont on s'est aperçu que le sujet des rôles modèles, comme à l'école où parfois il en manque, était aussi essentiel pour les femmes. Donc on a des sportifs de haut niveau comme Malia Metella qui sont déjà intervenus ou Olivia Epoupa dans le basketball Ouais. pour donner un nouveau message d'espoir. Et le dernier point que je souhaiterais aussi soulever, c'est que toute bonne volonté qui se connaît, qui s'engage sur du temps, qu'il soit court ou long, hein, ce temps, mais qui s'engage sur du temps, Sur on une lui période, tu veux trouvera, dire. oui, sur même 2 heures sur une année, Oui, mais qui 2 heures plus tard. s'engage. Voilà, C'est-à-dire, c'est si je dis je l'engagement. donne 2 heures, Tout à je fait. les tiens. Voilà. Tout à fait. L'idée, c'est Et pas. ce sont mes seuls critères de sélection. Parce que, comme tu l'as dit, je pense que c'est une cause, les femmes victimes de violences et leur reconstruction, qui va bien, bien, bien au-delà de l'aide bailleur. On trouvera toujours une place. Vous voulez écrire un article, on écrira un article avec vous. Vous voulez aller faire des travaux de recherche, on le fera avec vous. Vous voulez mettre en place des ateliers aussi qu'on met de plus en plus à disposition des femmes, donc des ateliers que j'appelle un peu expérimentaux, comme de l'escrime, tu sais, thérapeutique ou reconstructive, ou alors des ateliers On avait de, parlé de- de d'Altemila. bibliothérapie. Il y a tellement de choses dans ce monde. Aujourd'hui, on se dit être peintre, et ben peintre, ça peut être aussi un exercice de développement personnel. On va parler maintenant d'un sujet qui te tient à cœur, mais qui en fait est une transition cachée du sujet qu'on vient d'aborder, parce que pour moi, ce que tu es en train de poser, c'est effectivement une considération de l'individu avant même de son genre pour pouvoir agir auprès d'une cause. Donc ça, j'entends très bien. Mais aujourd'hui, cet individu est envahi, oui, on peut peut-être dire le mot, mais en tout cas est entouré d'un certain nombre de médias, est entouré d'un certain nombre de nouvelles technologies qui l'influencent fortement. Donc il n'y a pas que le conditionnement parental et familial, il y a également les médias, et demain, et à l'heure actuelle, il y a l'IA. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi très intéressant. Mais avant d'aller sur l'IA en proprement parler, puisque c'est ton métier, tu n'es pas que président de l'aide bailleur, tu es aussi président d'un cabinet de conseil en RSE et en IA, en nouvelles techno. J'ai envie de te poser une question. Comment est-ce qu'on arrive à juguler son temps entre président comment on arrive à assumer cette double casquette de président d'association et de chef d'entreprise? Alors écoute, moi les choses se sont fait assez naturellement. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise vérité d'épanouissement personnel à chacun. Moi je sais qu'en tout cas, être sur une seule fonction n'est pas fait pour moi. Et là je parle en tant que Wissam Echi, je parle pas en tant que ni président de Résonance qui est le cabinet de conseil, ni du Club Zéro qui est notre club RSE, et pas non plus de l'aide bailleur. Moi j'aime bien en fait tout simplement jumeler, être fluide entre ces différentes interventions. En revanche, pour donner la clé à tout ça, parce que tu te doutes bien que ça se voit peut-être pas trop aujourd'hui, et encore quoique, ça peut amener aussi beaucoup de fatigue et de charge mentale d'être sur plusieurs fonctions. Moi, je suis convaincu que dans la vie, c'est un peu comme l'escalade. Ça veut dire que tu peux avancer, lâcher une main et avancer sur quelque chose d'autre, etc. Si tu lâches tout d'un coup et qu'il n'y a pas de cohérence, tu risques de tomber. Aujourd'hui, quand tu parles de résonance ou de mes autres activités, elles ont un sens. L'aide bailleur, c'est quoi?
c'est accompagner des femmes victimes de violences à se reconstruire à travers l'entrepreneuriat. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allée sur cette cause-là. C'est pas nécessairement que parce qu'elle était féministe, parce que ce sujet-là était essentiel pour moi, que je le valorise, etc. Mais qu'en plus, je me suis sentie utile, ou en tout cas crédible, sur la solution. Et donc, je pense qu'on peut avoir plusieurs casquettes tant qu'elles sont fluides entre elles, qu'elles ont une cohérence entre elles, et surtout qu'elles s'auto-alimentent. Des mécènes, je pourrais très bien travailler sur organiser des événements avec les mécènes de mes associations. À l'inverse, mes clients de D'accord. mon cabinet de conseil pourraient très bien, ce qui arrive d'ailleurs très souvent, me demander comment ils pourraient devenir mentors au sein de l'Admirer. Et donc réussir à faire des ponts, eh ben, il ne se passe pas nécessairement que sur la sphère, je dirais, publique, ou en tout cas politique. Je pense que certains individus, comme moi et comme plein d'autres d'ailleurs, bah, peuvent faire les ponts entre des entreprises privées et des assos, et notamment parce qu'ils ont ces différentes casquettes. Dans la logique de ce qu'on était en train de se dire sur la problématique qui oppose les femmes et les hommes aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui les oppose, mais juste cette opposition qui n'est plus vue comme une complémentarité, mais comme une divergence qui peut créer des gros problèmes de société. Toi, tu imagines quelque chose qui pourrait être simplement mis en place, au-delà de l'éducation, puisqu'on a parlé de l'éducation il y a un petit moment où tu m'as dit qu'il faudrait agir dès le plus jeune âge. Je pense que là-dessus, tu rejoins d'ailleurs Sarah El Haïry, que j'ai eu la chance de recevoir ici, qui évoque également ce sujet-là, d'intervenir très jeune pour pouvoir faire prendre conscience aux plus jeunes du respect à avoir pour autrui. Ouais. Et peut-être l'empathie également. Toi, tu aurais d'autres idées? Déjà, le premier point, c'est que sur l'enfance, hein, pour venir sur ce sujet, il faut se dire quand même que c'est les adultes de demain et les concitoyens aussi de demain. Donc, des stress que pour avoir une évolution de la société, bien évidemment qu'il faut commencer par l'enfance. En revanche, pour revenir sur cette deuxième partie de ta question, et je t'en remercie, moi, tu sais, on parle souvent, alors si on fait le parallèle avec l'innovation, tu sais, de disruptif versus incrémental. Je ne suis pas certain que quand il y a autant de frustration dans un sujet aussi grave que l'égalité femmes-hommes ou la situation des femmes, notamment face aux violences, faire des micro-actions soit la bonne solution. Je pense qu'il y a quand même deux prismes clairs qui doivent s'opérer. C'est un, que les autorités, quelles qu'elles soient, hein, pas que politiques, hein, d'entreprises, etc., soient dans une certaine exemplarité. On ne peut pas demander certaines choses à notre population, etc., si nous-mêmes, on ne représente pas et on n'incarne pas ces conditions. Je dis n'importe quoi, peut-être le nombre de ministres femmes versus hommes, ce qui n'est pas nécessairement une histoire de quota, ou, enfin, et sur plein d'autres sujets. Et le deuxième point, au-delà de l'exemplarité, c'est des moyens. Et des moyens, c'est quoi? C'est des moyens qui soient financiers, c'est des moyens qui soient humains, c'est des moyens pour que, par exemple, des moyens financiers au niveau de la justice puisse traiter des plaintes de femmes victimes de violences plus rapidement, avec une diversité, par exemple, de preuves, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas, sur un sujet aussi important, aussi universel, aussi grave et aussi clivant, comme tu le dis, l'exemplarité des autorités, plus les moyens, à mon avis, on risque de continuer à mettre quelques petits pansements sur des hémorragies. Comme nous, parfois, sur l'aide Bayer, on peut considérer que c'est le cas, hein, puisqu'on ne traite pas, comme tu l'as dit, l'ensemble des femmes. Mais à un moment, il va falloir mettre un bon coup pour restaurer tout ça. Alors, c'est une première pour les Talents de la Terre. Nous avons quelques questions du public qui n'est pas là ici, donc il n'y aura pas la claque. Vous n'entendrez pas applaudir, mais nous avons recueilli un certain nombre de questions de la part de notre public avant de te recevoir, Wissem, parce qu'on avait annoncé que nous allions te recevoir, et donc je me permets de prendre quelques questions, si tu veux bien y répondre. Avec Comme plaisir. ça fait partie du jeu. Alors, la question qui est posée, c'est: est-ce que reconstruire les femmes oblige aussi à reconstruire les hommes? Parce que c'est bien d'agir dès l'enfance, mais là, actuellement, il y a des hommes et des femmes qui ont entre 25 et 90 ans, qui habitent la France, qui représentent 48% de la population française. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors déjà, il y a reconstruire et construire, hein, parce que je pense qu'il y a le sujet aussi C'est un de chantier. construire et donc et d'éduquer et sensibiliser les hommes comme les femmes Tout à dans fait. la même enseigne. Et la reconstruction des femmes, c'est une reconstruction, je dirais, avant même de se dire femme versus homme, c'est une reconstruction, elle se passe à deux prismes.
Elle est en individuel et en collectif. Et c'est pour ça que déjà, nous, la reconstruction des femmes, on ne la traite pas que sur des ateliers collectifs entre ces femmes-là. Donc, tu vois, ça va même au-delà du sujet femme-homme. C'est d'abord une reconstruction où il y a son coach individuel, son mentor individuel. Elle prend aussi les outils de l'aide Oui, bailleur quand elle le veut et quand elle veut. comme tu l'as dit, il y a 50% d'hommes qui sont venus Ouais, naturellement être bénévoles tout à fait. dans cette structure. Et pour compléter aussi ça, et qui sont venus à nouveau sans quota, hein, parce qu'en fait, c'est notre philosophie qui a convaincu Mm. notre population. Et tu vois, je pense que chez l'aide bailleur, comme chez d'autres associations, et je pense que même nous, hein, on l'a peut-être pas suffisamment parfois fait, c'est de se dire que cette cause, elle va au-delà des murs de l'aide bailleur, pour juste au-delà même des femmes victimes de violences, et effectivement aller attaquer les femmes non Alors, victimes de violences, mais aussi les hommes. Et ok. typiquement, c'est pour ça que nos mécènes, par exemple, on ne prend que des mécènes dans lesquels, au-delà des investissements financiers, ils organisent des ateliers selon leurs expertises, du D'accord. droit pour les D'accord. avocats, et il y a des hommes Tu choisis tes mécènes aussi en fonction des actions qu'ils mènent déjà en faveur des femmes. qui vont devoir mener à Ils vont nos côtés. devoir mener à vos Ça veut côtés. dire que si quelqu'un arrive avec juste un montant de chèque, la réponse sera non. S'il D'accord. arrive avec un montant et qu'il nous explique qu'il va y avoir ces salariés qui vont pouvoir venir et accompagner les femmes sur un nouveau dispositif, alors oui. Et c'est à travers ça que ça répond aussi à ta question, puisque dans ces salariés qui viennent accompagner les femmes, on a aussi bien des femmes et des hommes. Et c'est là où en D'accord. fait on arrive sur notre vraie mission qui est aller au-delà des murs de l'aide bailleur. Alors, j'ai encore une autre question qui va un peu dans le sens de ce que tu dis, mais sortons du sujet l'aide bailleur, même Ok. si c'est passionnant. Mais là, essaie de répondre, toi, en tant qu'individu, je n'ai pas dit en tant qu'homme, mais en tant qu'individu. Selon toi, est-ce que la masculinité doit se réinventer? Alors, bonne question. Je ne sais pas qui est la personne du public qui leur a posé, mais elle a voulu me mettre un petit piège. Alors, pourquoi il pose cette question? Il dit, en fait, la première question qui est venue de cette personne, c'était, tu es un homme et tu es président d'une association Ouais. féministe. Comment as-tu été perçu? Comment as-tu été reçu dans cette fonction-là par, non pas l'association qui t'a promu président, mais plutôt par le contexte, par l'environnement? Comment ça a été perçu que tu sois un homme à la tête d'une association féministe? Et donc après, il y a cette question de facto, si ça s'est bien passé, est-ce que la masculinité aurait besoin de se réinventer à l'heure actuelle? Alors écoute, si tu me le permets, je vais prendre la question effectivement dans le sens inverse et commencer par cette masculinité. Moi, j'ai beaucoup de mal, en tant qu'individu, comme tu l'as dit, Oui. à évoquer les sujets de masculinité versus féminité, les pour, les contre, région par région, Paris, province. Je trouve qu'on revient encore sur des débats où je me dis pourquoi pas faire Qui vont l'exercice opposer. intellectuel. Est-ce que les urgences qu'on a au-delà des femmes, hein, climatiques et autres, nous permettent véritablement de se retrouver tous autour d'une table et parler de la masculinité plutôt ci ou plutôt ça? Moi, je pense qu'on devrait surtout se dire que la société devrait être comme ci, les individus devraient être comme ça. Et effectivement, les données montrent que la masculinité aujourd'hui peut être particulièrement toxique et donc il y a un programme global de transformation du pays à avoir avec un focus sur les hommes. Moi, ça m'inquiète, tu vois, quand je vois que, je crois que c'était l'Observatoire des égalités femmes-hommes qui sortait une étude où tu vois que c'est presque plus les jeunes, donc des 18 à 25 ans, qui ont encore plus de biais sur la femme, etc., que les générations précédentes. Ça m'inquiète, par exemple. Donc, je me dis qu'elle devrait être réinventée, mais surtout être sécurisée dès le début. Et que ça en devienne surtout plus qu'un non-sujet. J'ai pas envie que la masculinité devienne un sujet. Je voudrais qu'un jour, on se dise qu'on revienne, toi et moi, dans 30 ans et qu'on n'ait pas ce type de questions comme celle que tu viens de me poser. Et pour l'aide bailleur, effectivement, eh ben, les biais, ils se retrouvent aussi chez les populations qui peuvent avoir des craintes, hein, notamment des femmes, et encore plus dans les assos. Effectivement, moi, j'ai pas eu nécessairement des très bons retours au démarrage. J'ai été aussi beaucoup contacté pour faire des conférences sur qu'est-ce que c'est être un homme qui a une asso féministe, et je me suis dit, mince, un peu comme pour la masculinité, Oui, c'est je vais ça. me retrouver en 2026 à être à une conférence où je vais devoir me présenter comme homme et dire qu'est-ce que ça fait d'être un homme ou Alors, pas qui gère une asso féministe. ouais, alors j'ai envie d'aller un peu plus loin avec toi dans un concept qui n'existe peut-être pas encore. Si j'écoute bien ce que tu dis, le sujet de fond, c'est au fond, euh, je suis, moi, Wissem, à la tête, enfin, je suis président en tout cas, avec un collectif, une communauté de personnes, président d'une association qui agit
pour reconstruire les femmes après des violences subies, etc. Mais finalement, la violence, elle est humaine. Des hommes aussi subissent la violence. Est-ce que tu pourrais imaginer que demain, Led by Her serait Led by Them, Mhm. pour rester anglais, et deviendrait l'association pour aider à reconstruire tous ceux qui ont subi des violences, hommes et femmes compris? Effectivement, en fait, moi je pense que la violence, mais comme tous les sujets, hein, ils peuvent être au-delà de la proposition de valeur ou d'accompagnement d'une association. Nous, qu'est-ce qui fait qu'on a commencé par les femmes? Bah, la réponse, elle est dans les chiffres, hein. C'est majoritairement elles qui sont victimes de violences. Donc moi, je pense que quand on veut défendre une cause, à un moment, elle va au-delà de nous, c'est de se dire quelle est la population la plus impactée, quelle est la bonne solution pour elle. Et ça, je souhaiterais aussi à l'aligner, ça prouvera ou pas, hein, parce que j'ai peut-être pas besoin de prouver, mais l'honnêteté de mes combats. Moi, tu vois, si demain, quelqu'un arrive et me dit je veux monter le Led by Her pour les hommes victimes de violences, notamment dans les couples homosexuels, on sait qu'il y a aussi ce sujet-là qui arrive, Oui. ou pour les seniors, ou pour autres. Mais grand bien face à ces personnes-là, on leur donnera l'ensemble de la documentation, on les Quelle bonne accompagnera. idée. Mais Led quelle by bonne idée. Her n'est pas Wissam Echi. Led by Her, Wissam Echi, demain, il ne peut ne plus y être pour différentes raisons. Led by Her, c'est une cause au service de femmes, elle n'appartient à personne. Si elle doit être déclinée avec des gens bien et honnêtes, on donnera tout ce Alors, qu'il faut, et même pour d'autres pays. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu chez toi parce qu'on en avait parlé. À un Mm. moment donné, je crois que j'avais été assez cash et je t'avais dit, mais tu as une ambition politique, Wissem, derrière toi. Tu m'as dit, bah alors pas du tout. Moi, c'est vraiment, je veux que l'impact soit là et si d'autres ont envie d'essaimer et de faire ce que je fais autrement, enfin, c'est pas du tout ma recherche, ni de business, ni de pouvoir politique. Donc, bravo. Donc, l'IA, Ouais. pourquoi c'est une transition importante? Je l'ai dit à un moment précédent où j'ai fait part du fait que on était ce que l'on était du fait de nos conditionnements familiaux, scolaires, etc. Mais que à l'heure actuelle, toutes les générations, peut-être beaucoup moins les personnes très âgées, mais en tout cas, toutes les générations confondues sont confrontées aux nouvelles technos, sont confrontées aux médias en ligne, sont confrontées voilà, à des sources d'informations qui sont très différentes. Et là, où il y a une différence majeure où il y a un marqueur, un bouleversement qui va s'opérer, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui avec ce sujet de l'intelligence artificielle, c'est au-delà de l'aspect économique, nous n'allons pas parler de ça ni de ses répercussions sur la société d'un point de vue purement économique. Laissons ça de côté. Restons sur le sujet de l'engagement et de l'altérité et de la relation à autrui. Est-ce que l'IA va perturber le lien humain? Et si oui, de quelle manière? Est-ce qu'on peut s'attendre à des répercussions positives ou négatives? Et est-ce qu'il est possible que l'IA soit ou s'adapte aux organisations non gouvernementales, aux associations? Et si oui, comment? C'est une très bonne question, et moi j'aurais tendance à dire qu'il faut repartir déjà de la base, c'est qui crée l'intelligence artificielle? Eh ben, c'est tout simplement nous. Et donc, c'est quand on nous donne un outil, c'est un formidable outil, l'intelligence artificielle, avec un potentiel pluriel, aussi bien sur différents secteurs, notamment sur des sujets de bien commun, hein, d'intérêt général, hein. On le voit sur la détection des cancers en santé, on le voit, tu sais, dans le volet plutôt énergétique, avec par exemple l'optimisation énergétique des bâtiments. On peut le voir aussi sur l'inégalité des chances avec de la formation ou de l'orientation intelligente sur les bons dispositifs. Donc tout ça, c'est la partie peut-être plus positive, où elle permet en fait d'augmenter, je dirais presque, d'augmenter nous, ce que l'on réalise en tant qu'humain. En revanche, comme n'importe quel outil, il a ses travers. Les algorithmes sont créés et les dépendances de ces algorithmes, elles sont créées aussi par des humains. Ça charge à nous de savoir qu'est-ce qu'on en fait et quels sont aussi ces garde-fous qu'on va mettre en place pour que ça soit bénéfique pour la société. Effectivement, moi j'ai quelques craintes sur l'intelligence artificielle, et qui est pourtant, comme tu l'as dit, mon domaine d'expertise. Moi j'y vois tout le potentiel. Je pense même que d'ailleurs que pour les associations, elles ont plus à gagner à l'utiliser que les grands groupes. Pourquoi? Parce que l'IA, elle permet des réductions de coûts. Si demain, vous voulez, par exemple, avoir une campagne de communication
un grand groupe pourrait solliciter une agence de com? Est-ce que nous, chez Ledbuyer, on n'aurait peut-être pas le budget, etc., ou des travaux de recherche, tout simplement. L'IA répond assez L'IA rapidement. permet de démocratiser, surtout au vu de technologiquement, il y a quelques années, elle était plus complexe et donc plus chère et donc que dédiée aux grands groupes. Aujourd'hui, on le voit sur des abonnements de ChatGPT, Gamma ou autres, les abonnements sont à des budgets accessibles. Donc, on peut utiliser cette opportunité de l'IA démocratiser et donc au service aussi de ceux qui en ont moins. En revanche, si on prend le sujet peut-être un peu plus global, ce qui était peut-être ta question en complément, moi, quelles sont mes craintes par contre de l'IA au-delà de ces formidables innovations qu'elle apporte au quotidien des gens, c'est effectivement le rapport à la vérité et le rapport à l'autorité. Tu vois, je me questionnais la semaine dernière quand j'ai reçu d'un de mes collaborateurs un dossier et j'étais pas certain de certaines informations. Bah, effectivement, mon premier réflexe a utilisé ChatGPT. Et je me suis dit, mince, ça veut quand même dire que d'une certaine manière, comme avant, tu sais, on avait le système de tiers de confiance. Donc, typiquement, de se dire que qui va avoir l'autorité, c'est important. Est-ce que c'est cette intelligence artificielle, elle-même pourtant traitée par des algorithmes, eux-mêmes pourtant créés par des hommes et des femmes qui ont leur propre biais politique, conscient ou inconscient, etc. Et que tout ça va avoir plus d'autorité que un humain. Moi, je pense que ça va me poser cette question-là. L'autre question ici, c'est la question de la vérité, de manière générale. La vérité avec un grand V, où moi, je me dis... attends, Oui, toi, oui. À titre personnel, je me pose la question de la vérité. Moi, j'ai tendance à dire, et j'espère que d'ailleurs ce sera un des messages qu'on retiendra sur cette partie intelligence artificielle, l'IA comme un chat GPT n'est pas là pour donner la réponse la plus juste, elle est là pour donner la réponse la plus probable. Et ça change tout notre modèle. Est-ce que tout le monde a saisi qu'en indiquant des informations... Attends, on se pose 2 secondes là-dessus. Bon, en vrai, ça, c'est la partie la plus pas mal. Hein, en vrai. Oui, mais c'est hyper important. C'est-à-dire, l'IA ne donne pas la réponse la plus juste, la plus vraie, mais la plus probable. Effectivement, c'est un outil. Donc, qui dit outil dit raisonnement froid. Donc, ne prend pas en compte tout l'aspect émotionnel, etc., donc, qui peut intervenir dans les scénarios de vie, mais en tout cas par rapport aux données qu'on a intégrées dans la base, il va nous sortir une réponse probable, statistiquement. Je vais y arriver. Tu veux le redire ou pas? Non, statistiquement, okay. Voilà. Et tout à fait. Et probable probable dans sa plus grande nature. Probable aussi rattaché effectivement aux données internes que l'entreprise pousse, mais également externes. Ça signifie quoi, si je caricature la chose? 9 personnes ont tort dans des documents digitaux qui ont été la source de l'IA. Et elle va me ressortir cette réponse la plus probable des 9 sur 10 qui ont tort. Donc là, il y a ce paradoxe-là de se dire qu'une IA permet de travailler sur de la masse, mais qu'il va falloir sur certains sujets, notamment les plus sensibles, avoir un rôle de supervision et qu'un humain puisse rajouter cette validation. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Et le deuxième point que je voulais dire, Attends, tu vas très, très, très vite. Okay. Moi, je trouve que c'est passionnant. Vas-y. Là, tu es en train de toucher du doigt le fait que, effectivement, l'IA peut intégrer des données qui sont fausses. Et à partir du moment où elle a intégré des données qui sont fausses, parce qu'elles sont en nombre, en volume, vont prendre le pas sur une vérité qui est posée et pertinente, mais pour un tout petit peu plus, par un peu moins de personnes. Et donc, l'IA va ressortir ça comme une vérité absolue alors que c'est faux, simplement en se basant sur le fait que c'est ce qui est dit le plus largement. Donc une rumeur, par exemple, qui est reprise à 90% par une population, peut devenir une information réelle et véritable pour l'IA. C'est ça que tu es en train de dire ? Alors, je nuancerai tout de même. Hein. Effectivement, là, on parle, mais c'est le format qui le nécessite, hein, de manière plus claire et incisive. Bien évidemment que les algorithmes permettent de confronter, de pondérer des formules, etc. En revanche, cela signifie tout de même qu'il y a un certain risque d'erreur et qu'il ne faut absolument pas prendre les choses pour argent comptant. Par ailleurs, il y a aussi 2 autres éléments qui sont à prendre en considération dans cette sélection de la vérité, qui n'est pas la vérité, mais la plus probable, à nouveau. Eh bien, c'est votre manière vous-même d'aller poser des questions
Moi, je m'aperçois aussi beaucoup que la manière dont les gens utilisent certains termes, es-tu sûr que machin, j'imagine que X, etc., va orienter la probabilité de la Alors là, réponse. tu touches un point qui sera ma dernière question sur l'IA. C'est est-ce qu'une IA peut être éthique? Aujourd'hui, en plus, tu es concerné par la Oui. RSE. Est-ce qu'une IA peut être éthique? On parle de green IA parce que l'IA, en tant que telle, consomme énormément et très polluante en termes d'énergie. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une IA éthique et si oui, laquelle? Alors, je vais me permettre de faire une réponse en deux temps. C'est déjà comment elle peut être éthique en tant que telle, sur quels critères, et deux, comment chaque concitoyen peut l'utiliser de manière un peu plus éco-responsable. Parce que j'imagine que c'était aussi ce volet-là que tu souhaitais traiter. Sur le premier, pour moi, l'IA sera éthique uniquement à la condition qu'elle soit compréhensible, elle soit contestable, elle soit mesurable et elle soit améliorable. Si on n'a pas ces quatre critères-là, l'IA restera non éthique. Quand je dis compréhensible, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces algorithmes? Est-ce que ces algorithmes peuvent orienter nos prises de décision aussi bien en termes d'individus qu'en termes de collectifs? On est la moitié de la population française à faire une même recherche, on peut être conditionné par cette même réponse qui sera apportée, si je caricature la chose. Mesurable, c'est aussi qu'il nous manque encore aussi, je pense encore beaucoup, de rapports, notamment d'autorité, qui nous expliquent un état des lieux, en tout cas de tout ça, et la possibilité aussi de la remettre en question en tant que telle, et une supervision qui soit bien plus claire aujourd'hui. Pour revenir sur cette deuxième partie, sur la partie écologique, l'IA est effectivement très énergivore et un peu en l'instar de ce qui se passait, tu sais, il y a eu à peu près une vingtaine d'années dans ce qu'on appelait le Green IT. Le Green IT, c'était réfléchir par exemple à des architectures SI plus adaptées pour que l'IT, donc l'informatique Oui. des entreprises, consomme moins. Et effectivement, il va falloir se reposer cette même question, alors du green AI ou intelligence artificielle, à mettre en place. Et ça passe par plein de biais, des micro-actions aussi de chacun d'entre nous, se dire est-ce que c'est vraiment une question qui est adaptée à l'IA? Est-ce que plutôt que de poser 10 questions, par exemple, d'IA générative, en envoyant un seul prompt clair, je permets moins d'interaction et donc moins de consommation? Est-ce que, par exemple, utiliser l'IA à des fins récréatives de questions de mon ex m'a trompé, etc., qui sont peut-être des questions pour tester l'outil, mais que beaucoup de personnes font. Donc, en fait, à l'échelle, après ça, on devient très consommateur. Eh ben, on peut se proposer cette question. Et puis, finalement, aussi, c'est sur les types de formats. Il faut savoir quand même que l'IA, elle est surtout énergivore quand on déclenche, vous savez, des photos ou des vidéos. Oui, c'est Donc, vrai. je pense qu'il va y avoir toutes ces règles à mettre en place, aussi bien d'un point de vue individu que d'un point de vue collectif. On arrive à la fin de cet entretien. Et comme Malheureusement. j'aime, et oui, malheureusement, mais on sait qu'on se retrouvera à l'extérieur pour continuer à débattre. Euh, j'ai envie de te poser une question parce que maintenant, ça devient un rituel dans ce podcast. C'est si tu avais de nouveau, si tu te retrouvais à l'âge de 10 ans et que tu avais Wissem qui avait 10 ans en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Oula, ça c'était vraiment la question à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais essayer de te répondre de la manière la plus spontanée, histoire que ce ne soit pas une réponse que mon cerveau de manière basique va machiner. Je dirais déjà, t'en fais pas, tout va bien aller. Il faut garder un peu de positivisme. Continue à cultiver ton C'est positivisme. cool. Oui. Et puis accepte cette différence. Je suis pas certain que je lui dirais des conseils sur des choses spécifiques, parce que je me dis que sur certaines étapes de vie ou autres, c'est notamment en passant par ça que tu en arrives à un certain cheminement. Je suis pas sûr que d'autres décisions auraient été meilleures que celles que j'ai pu prendre. Je lui dirais surtout de garder un espoir sur aussi bien lui que sur le monde. Et après qu'il fasse sa vie par lui-même, quitte à ce qu'il prenne un autre chemin et que ça me fasse changer. D'accord, qu'il soit tranquille, quoi. Voilà, qu'il soit tranquille et qu'il continue à prendre des actions. Je pense que on peut pas accompagner même d'autres personnes si nous-mêmes, on se rend pas compte de notre valeur et de notre potentiel. Et ça, je pense que aussi, rassurer quelqu'un, notamment au niveau de l'enfance, de lui dire, tu as toutes les armes pour t'aider toi-même, mais aussi pour aider les autres, je pense que c'est déjà un bon premier message pour quelqu'un de 10 ans. Ouais, c'est déjà un discours qui est fort. Effectivement, on peut peut-être conclure là-dessus. C'est assumer ces paradoxes. C'est souvent là que commence la liberté, finalement. Tout à fait. Et d'être libre. Tiens, tu vois, tu me rajoutes un petit message pour mon petit enfant intérieur. Sois libre. Merci beaucoup, Wissem. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode des Talents de la Terre, une production Arsenal by Bolloré.
Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.